Après avoir entendu parler si brillamment de la Révolution française, je vais vous parler de notre révolution à nous au Québec, la Révolution tranquille. Notre révolution a peut-être été moins violente que celle de France, mais elle n'en a pas été moins révolutionnaire. Une révolution, ça reste toujours une révolution. Et qu'est-ce qu'une révolution? Ça se résume en un seul mot, c'est de remplacer l'autorité de Dieu par l'autorité de l'homme. C'est l'homme qui se fait Dieu. Chez nous, notre révolution tranquille est habituellement présentée comme un processus de modernisation et de démocratisation de la société québécoise à la sortie de l'époque de la grande noirceur duplessiste. Évidemment, c'est un mensonge digne des mensonges des Lumières aussi, parce que avant 1960, le Québec était une société moderne, tout à fait au diapason de l'Amérique du Nord. C'était une société démocratique, comme disait Duplessis. On m'accuse d'être dictateur. En connaissez-vous beaucoup des dictateurs qui font des élections à tous les 4 ans? Mais en réalité, la Révolution tranquille a peut-être été plutôt un phénomène d'acculturation. J'oserais même dire une espèce d'auto-assimilation par l'intérieur. Cette acculturation était tellement importante que nous avons changé de nom. Nous étions d'abord des Canadiens français, nous sommes devenus des Québécois. C'est rare qu'un peuple change de nom dans son histoire. Les Français ont fait une révolution en 1789, ils n'ont jamais pensé à changer leur nom. Ils ont changé bien des choses, mais ça, ils n'ont pas touché. Or, nous, on y a touché. Nous étions des Canadiens français et voici comment on définissait notre nationalité dans le rapport Tremblay de 1957. La commission d'enquête Tremblay avait été mise sur pied par le gouvernement de Duplessis pour étudier la question des rapports entre le fédéral et le provincial. Et on disait que les Canadiens français, c'était un peuple d'esprit chrétien et de génie français. Le rapport de la commission Bouchard-Taylor en 2008, qui étudiait la place de la religion dans la société, définissait plutôt le Québécois de la manière suivante. Un esprit d'interculturalisme pour nourrir la culture publique commune faite de valeurs et de droits de l'homme. Alors vous remarquerez d'abord que c'est plus long et que c'est plus confus. Mais si on l'analyse à fond, on voit qu'il s'agit d'un passage de la conception européenne à la conception américaine de la nationalité. Qu'est-ce qu'un Américain? Un Américain, c'est quelqu'un qui vit sur le territoire des États-Unis, qui est un sujet de droit de la République américaine et qui s'exprime dans une langue commune qui est la langue anglaise. Or, au Québec, on a remplacé notre conception, notre définition de la nationalité par une conception américaine. Qu'est-ce que c'est que d'être un Québécois aujourd'hui? C'est de vivre sur le territoire du Québec, quelle que soit notre langue maternelle, notre religion ou notre race. C'est d'être sujet de la démocratie et c'est d'avoir une langue commune qui est le français. Bon, on remplace français par anglais, mais fondamentalement, c'est la même définition. En fait, la Révolution tranquille aura été un phénomène de création des Américains francophones et je dirais même peut-être d'Américains temporairement francophones. Qu'est-ce qui est au cœur de cette Révolution tranquille? La réforme de l'éducation. Qu'est-ce qui est au cœur de la réforme de l'éducation? Ça se résume en une phrase, c'est le passage du collège classique au high school américain. C'est le passage d'une pédagogie centrée sur l'être à une pédagogie centrée sur l'avoir. Le passage des humanités au passage d'une conception utilitariste de l'éducation, conception qui nous est venue de la philosophie des Lumières. En 1959, Maurice Duplessis avait fait cette déclaration. « Nous avons le meilleur système d'éducation au monde, mais ils n'attendent que ma mort pour enlever les crucifix des écoles. » C'était très prophétique. À l'époque, les adversaires de Duplessis ont ridiculisé cette affirmation parce qu'on avait un préjugé, le préjugé que le Québec avait un retard éducatif sur le Canada anglais, plus particulièrement sur l'Ontario. Dans les livres d'histoire, on ridiculise encore plus par la suite cette déclaration, mais en réalité, il y avait eu au Québec, au temps du gouvernement de Maurice Duplessis, d'énormes progrès en matière d'éducation.
La légende du retard du Québec en matière éducative a été contestée dès 1925 par le surintendant de l'instruction publique qui s'appelait Charles-Joseph Magnan et qui avait écrit un livre qui s'intitulait « Éclairons la route » parce qu'il y avait un anticlérical qui avait écrit un livre au titre assez révélateur « Éclairez vos lampes ». Alors, vous voyez le mépris que les anticléricaux pouvaient avoir pour l'éducation catholique. Et lui, il soutenait que le Québec est en retard sur l'Ontario, qu'il fallait adopter une loi sur l'instruction obligatoire pour rattraper ce retard. Or, C.J. Magnan, lui, avait soutenu que non, le Québec avait un taux d'instruction au moins primaire, au niveau primaire, plus avancé que l'Ontario. Ce serait d'ailleurs un beau sujet de recherche historique pour reprendre tout ça. Moi, je ne prends pas pour acquis ce préjugé que le Québec avait en 1960 un retard en matière d'éducation sur l'Ontario. En 1936, c'était ce genre d'école qu'on avait au Québec, surtout dans les campagnes, les écoles de rang. Une école de rang, c'est une grosse cabane de bois, avec des élèves qui vont de la première à la 7e année. Ils peuvent être une cinquantaine d'élèves là-dedans, et il y a une maîtresse d'école très mal formée, qui a 17 ou 18 ans, puis qui enseigne pendant quelques années en attendant de se marier. Lorsque Duplessis meurt en 1959, on est rendu à ce genre d'école primaire. Alors, on voit tout de suite qu'il y avait eu un progrès. Et les enseignants étaient très bien formés dans les écoles normales. Les écoles normales qui formaient sans doute de meilleurs pédagogues que nos actuelles facultés de pédagogie. Et je suis bien placé pour en parler puisque j'ai été dans cette faculté de pédagogie. Je ne sais pas si je suis un bon ou un mauvais pédagogue, mais en tout cas, si je suis un bon pédagogue, je ne le dois pas à l'Université Laval. On avait aussi un système d'école de métier très avancé, très à la fine pointe de la technologie dans les années 1950. Le gouvernement allemand, lorsqu'il a songé à réformer son système d'école de métier, avait envoyé des fonctionnaires étudier du système scolaire dans le monde entier. Et ils étaient venus au Québec et dans leur rapport, ils avaient fait l'éloge du système d'école de métier que l'on avait développé au Québec. C'était surtout les frères des écoles chrétiennes qui avaient développé ça. Et quand on sait qu'une des raisons qui explique le succès économique de l'Allemagne, c'est la qualité de leur école de métier, ben, c'est une fierté pour nous de savoir qu'ils nous admiraient dans les années 1950. Sur le plan universitaire, il y a eu un développement considérable. L'Université de Montréal a ouvert un nouveau campus sur le Mont-Royal en 1945. L'Université Laval va déménager à Sainte-Foy, donc développer tout un nouveau campus en 1952. On a fondé l'Université de Sherbrooke en 1955. Et nos collèges classiques, dans les années 50, avaient atteint un certain sommet. Les collèges classiques n'ont pas toujours été aussi bons qu'on peut le penser au Québec. Au 19e, c'était plutôt artisanal parfois. L'Église avait peut-être pas les moyens de faire mieux, mais c'est certain que dans la première moitié du 20e siècle, il y avait eu un progrès considérable. Et les collèges classiques au Québec faisaient l'admiration des Américains même, qui trouvaient qu'on avait un système d'éducation qui favorisait l'enseignement de la culture. L'ancien ministre péquiste Denis Vaugeois a fait une remarque intéressante à un moment donné. Il disait, rappelez-vous, en 1976, après l'élection du Parti québécois, la qualité et la compétence qu'il y avait dans le caucus péquiste, René Lévesque aurait pu former 2 conseils des ministres avec les députés qu'il avait. Alors aujourd'hui, avec les députés qu'on a, on a de la misère à trouver 3 ou 4 ministres compétents. Mais à cette époque-là, vous regardez le cabinet, pensez-y, il y avait des hommes comme Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Jacques-Yvan Morin, Bernard Landry et combien d'autres. Les observateurs faisaient remarquer qu'on avait rarement vu dans le monde un conseil de ministres aussi compétent. Mais ce que Vaugeois souligne, c'est que tous ces gens-là avaient été éduqués au temps de la grande noirceur duplessiste. Et que
à peu près personne d'entre eux, sauf peut-être Jacques Parizeau, n'était fils de riches. Ils venaient tous de classe moyenne, sinon même un peu pauvres, comme c'était le cas de Denis Vaugeois. Ils avaient tous été éduqués gratuitement dans les collèges classiques par l'Église. Alors finalement, c'était ça, les enfants de la grande noirceur duplessiste. Quand on pense à la qualité de notre classe politique actuelle, les enfants de la Révolution tranquille, ben, on peut se demander si c'est du même niveau. Jetons un petit coup d'œil sur le système d'éducation tel qu'il existait avant 1960. En fait, depuis 1875, il y avait au Québec un département de l'instruction publique. Ce n'était pas un ministère de l'instruction publique. On craignait beaucoup ça parce qu'on avait vu ce que ça avait donné en France avec les lois anticléricales, l'étatisme scolaire de Jules Ferry, tout ça. Alors, donc, on ne voulait pas que l'éducation soit contrôlée par l'État. On avait donc créé un comité de l'instruction publique, un conseil de l'instruction publique, pardon, qui était divisé en deux comités, un comité protestant et un comité catholique. Les deux comités se sont réunis ensemble une seule fois pour décider qu'ils ne se réuniraient plus jamais ensemble. En pratique, ce que ça voulait dire, c'est un peu comme s'il y avait au Québec deux ministères de l'éducation, un protestant, l'autre catholique. Les protestants n'ont jamais été embêtés, ils avaient leurs propres institutions, leur propre système. Quant aux catholiques, quant au comité catholique du Conseil de l'instruction publique, tous les évêques siégeaient d'office sur ce comité. En 1960, il y avait 22 évêques, 22 diocèses au Québec. Donc, il y avait 22 évêques qui siégeaient et le gouvernement nommait 22 laïcs. Mais les 22 laïcs étaient toujours des bons catholiques. C'est vrai que le conseil était présidé par un surintendant laïque nommé par le gouvernement, mais il y a rarement eu des affrontements entre laïcs et évêques au comité catholique du Conseil de l'instruction publique. Il y en a eu quelques-uns. Il ne faut pas penser que les relations entre l'Église et l'État ont toujours été parfaitement harmonieuses dans l'histoire du Québec. Il y a eu parfois certaines tensions, mais ce qui était surtout intéressant pour les évêques, c'est que s'ils ne pouvaient pas se présenter à une réunion, ils avaient le droit de se faire remplacer par un autre prêtre qui avait le droit de vote à leur place. Les laïcs n'avaient pas ce privilège-là. Alors, vous savez que quand vous voulez faire une réunion de 44 personnes, c'est certain, il y en aura toujours qui vont être absents. Donc, en pratique, les évêques avaient toujours la majorité sur le comité. Et les évêques se réunissaient avant, entre eux, pour discuter des questions. Ils les réglaient et ils arrivaient toujours avec une position unanime face aux laïcs. Donc, ce que ça voulait dire, c'était qu'en pratique, l'instruction publique au Québec était dirigée par l'épiscopat. En 1875, le Saint-Siège avait félicité la province de Québec pour la belle harmonie qu'il y avait entre l'Église et l'État en matière éducative. Et là, on vous parle ici d'écoles publiques, c'est-à-dire des écoles qui sont financées par le gouvernement. Parce qu'en plus, l'Église contrôlait tout son réseau d'écoles privées, bon, les couverts pour les filles, les collèges classiques pour les garçons. En 1960, quand Jean Lesage est élu premier ministre de la province de Québec, son programme avait pas grand-chose de révolutionnaire. En matière d'éducation, voici ce qu'il disait. Il voulait augmenter l'obligation scolaire de 14 à 16 ans. Il voulait que l'inscription et manuels soient gratuits. Et il promettait de régler les problèmes de financement des universités et des commissions scolaires. Donc, absolument rien de révolutionnaire là-dedans. On ne pouvait pas s'attendre à quelque chose comme la réforme par an. C'est que le Parti libéral, à ce moment-là, avait bien sûr une aile gauche qui était représentée par René Lévesque, Éric Kierans et Paul Gérin-Lajoie. Paul Gérin-Lajoie, c'est lui qui va faire la réforme de l'éducation. Je mentionne tout de suite que René Lévesque, qui était le ministre vedette de Jean Lesage, ne semble pas avoir été très favorable à la réforme de l'éducation. En tout cas, dans ses mémoires, Paul Gérin-Lajoie dit que Lévesque l'a jamais vraiment soutenu au Conseil des ministres dans cette affaire. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse trouver dans la carrière politique de René Lévesque
une manifestation contre l'Église catholique, même si lui-même n'avait pas la foi. Il a perdu la foi, dit-il, vers l'âge de 10 ans au petit catéchisme. Mais il ne s'est jamais attaqué à l'Église catholique, du moins à ma connaissance. Mais il y avait aussi dans le Parti libéral une aile droite très vigoureuse, représentée par des ministres comme Émilien Lafrance, Gérard Cournoyer et Claude Wagner, le ministre de la Justice, M. Law and Order. En 1964, il y avait eu un sondage dans l'opinion publique qui avait été fait pour évaluer le taux de popularité des différents ministres. René Lévesque était le ministre vedette, ben, il était vedette peut-être aux yeux de Radio-Canada, mais dans la population, il ne semblait pas être aussi populaire puisqu'il avait un taux d'approbation de 21% contre 71% pour Claude Wagner. Alors, ce fait-là, je le mentionne pour montrer que le Québec en 1964 reste encore très conservateur. Celui qui a fait la réforme, c'est Paul Gérin-Lajoie. D'ailleurs, cette réforme Parent, on l'appelle Parent à cause du nom de Monseigneur Parent, qui était le président de la Commission royale d'enquête, mais en réalité, ce serait plus juste de l'appeler la réforme Gérin-Lajoie. Or, Paul Gérin-Lajoie venait d'une famille canadienne-française, bourgeoise, riche, prestigieuse, qui avait laissé sa marque dans le passé. Par exemple, Antoine Gérin-Lajoie, qui était un écrivain qui a écrit Jean Rivard, le défricheur, c'est aussi le compositeur de la ballade Un Canadien errant, que vous connaissez peut-être. La mère de Paul Gérin-Lajoie, Marie Gérin-Lajoie, avait fondé la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, la première organisation féministe qu'on a eue au Québec. Marie Gérin-Lajoie, sa tante, a fondé une communauté religieuse et pas la faculté, mais le département de services sociaux de l'Université de Montréal. Et on pourrait faire toute la généalogie de Gérin-Lajoie, là, il y en a d'autres. Gérin-Lajoie a même épousé Amédée Papineau, qui était une descendante directe de Louis-Joseph Papineau. Donc, on a l'impression qu'il vient d'une espèce de famille aristocratique. Mais rappelez-vous ce principe que le poisson pourrit par la tête. Paul Gérin-Lajoie avait reçu une excellente éducation chez les Jésuites, au Collège Brébeuf. Il avait fait des études de droit à l'Université de Montréal. Il avait fini premier avec la médaille du gouverneur général. Il obtient ensuite une bourse Rhodes pour aller étudier à la prestigieuse Université d'Oxford en Angleterre. Alors, quand on parle de boursier Rhodes, on parle d'un club très sélect, d'un club très aristocratique, lié au milieu mondialiste et fort probablement à la franc-maçonnerie. On ne peut pas savoir si Paul Gérin-Lajoie était franc-maçon, mais il semble avoir le profil de carrière de quelqu'un qui l'aurait été. Parce que si vous n'êtes pas franc-maçon avant d'avoir la bourse Rhodes, vous allez le devenir après, et si vous ne le devenez pas, vous irez peut-être pas très haut dans la carrière. Mais quand il arrive à Oxford, il veut faire une thèse de doctorat sur le droit d'auteur, sujet assez technique. On lui dit, ben non, ici à Oxford, on forme des humanistes, on ne forme pas des techniciens. Et on l'a obligé à changer son sujet. Il a finalement fait un doctorat sur la question de droit constitutionnel canadien. Alors, voyez donc que Gérin-Lajoie avait été formé dans l'esprit de la pédagogie classique jusqu'à Oxford. Parce que Oxford, là, ça doit être anglais, c'est humaniste, hein, ça. Autant, sinon plus que les plus grands collèges jésuites qu'on avait sur le continent. Alors, toujours est-il que ça donne l'impression de quelqu'un qui a finalement mordu la main de celui qui l'a nourri. Gérin-Lajoie a été le produit des collèges classiques et il a détruit les collèges classiques. Il avait milité dans sa jeunesse pour une organisation d'étudiants catholiques, Pax Romana, mais quand on lit ses mémoires, on ne sait pas s'il a la foi ou s'il ne l'a pas. J'ai l'impression qu'il ne l'avait pas. Il ne parle jamais de Dieu. Pourtant, il y a eu une de ses tantes qui a fondé une communauté religieuse. C'est certain qu'il a été éduqué dans une atmosphère religieuse. Il parle par contre de son père qui était très, très anglophile et qui reprochait au collège classique d'enseigner un anglais britannique
plutôt que l'anglais américain, plus utile au monde des affaires, d'après lui. Et l'oncle de Gérin-Lajoie, le sociologue Léon Gérin, Léon Gérin, soutenait, lui, que c'était la religion catholique qui était responsable de l'infériorité économique des Canadiens français. Quoi qu'il en soit, Gérin-Lajoie va être avocat et il va être le représentant de la Fédération des collèges classiques du Québec. C'est ce qui lui a permis d'entrer dans la vie politique. Il se fait élire député d'Outremont en 1957 et en 1958, il se présente à la direction du Parti libéral, mais il est battu à ce moment-là par Jean Lesage. Il va devenir ministre de la Jeunesse et le ministère de la Jeunesse va être transformé en ministère de l'Éducation en 1964. Le 22 juin 1960, les libéraux sont élus. On se rappelle du fameux slogan « C'est le temps que ça change ». Mais aujourd'hui, on lui donne une connotation très forte. À l'époque, c'était tout simplement un slogan électoral habituel des partis d'opposition. Il fallait changer le parti au pouvoir, c'est tout. Il n'y avait rien de révolutionnaire qui s'annonçait. En fait, on a l'impression que la Révolution tranquille a été programmée de l'extérieur du Parti libéral, et j'irais même jusqu'à dire que Jean Lesage a été manipulé dans toute cette révolution tranquille. Une chose qui me frappe quand on pense à la révolution culturelle des années 1960, c'est qu'elles ont toutes été faites sous des gouvernements qui étaient plutôt conservateurs. Pensez-y, c'est Richard Nixon aux États-Unis, c'est Charles de Gaulle en France, c'est Konrad Adenauer en Allemagne. C'est finalement des gens plutôt à droite qui sont au pouvoir partout. Et c'est les gauchistes qui triomphent partout. Il y a une question à se poser là-dessus. Jean Lesage avait déclaré en 1961 à l'Assemblée nationale « L'État a besoin des lumières de l'Église. Et tant que je serai premier ministre du Québec, il n'y aura pas de ministère de l'instruction publique. » Mais il avait promis de mettre sur pied une commission royale d'enquête sur l'éducation. Dans quel but? Essentiellement pour étudier les problèmes de financement des universités et des commissions scolaires. Ça me rappelle un passage du contrat social de Jean-Jacques Rousseau où il dit « Il faut donner au peuple l'impression qu'on s'occupe de questions techniques alors qu'en réalité, on s'occupe de questions philosophiques. » Et effectivement, les membres de la commission d'enquête sur l'éducation avaient un but beaucoup plus idéologique que de régler simplement les problèmes financiers. De qui s'agissait-il? Il s'agit de Monseigneur Alphonse Marie Parent, qui était le président. Il fallait bien que ce soit un Monseigneur qui préside une telle commission à l'époque. Il avait été recteur de l'Université Laval. Est-ce que c'était un clerc progressiste, une espèce d'infiltré, ou un idiot utile qui a été manipulé par d'autres? Je ne pense pas qu'on puisse trancher cette question-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est très connu. Un petit point intéressant, quand la commission est allée en URSS, il est revenu et il n'avait que des éloges sur le système d'éducation soviétique. C'est vrai qu'à l'époque, l'URSS avait un bon système d'éducation, notamment pour l'enseignement des sciences, mais dans le contexte du début des années 60, on est encore en pleine guerre froide, faire l'éloge de l'URSS, ça sonne une cloche un petit peu bizarre. Mais on n'en connaît pas présentement tellement plus sur Monseigneur Parent. Le véritable maître du rapport Parent et de la réforme Parent sera plutôt Arthur Tremblay, qui était fonctionnaire, il était le sous-ministre du ministère de Paul Gérin-Lajoie. Il avait été doyen de l'école de pédagogie de l'Université Laval. Il y avait aussi Gérard Filion, directeur du journal Le Devoir, qui était un libéral anti-duplessiste. Guy Rocher, un jeune sociologue fonctionnaliste, fraîchement émoulu de l'université Harvard. La sociologie fonctionnaliste semble avoir eu un impact important sur le rapport Parent. Je ne sais pas c'est quoi la sociologie fonctionnaliste. C'est complètement tombé dans l'oubli, mais à l'époque, c'était très à la mode. Mais retenez surtout qu'il venait de Harvard.
l'influence américaine est très nette dans ce processus. Il y a Jeanne Lapointe qui enseigne la littérature à l'Université Laval. C'était une collaboratrice de la revue catholique de gauche Cité Libre, une revue qui était connue pour son antiduplessisme aussi dans les années 50. Et il y avait une religieuse, sœur Marie-Laurent de Rome, Ghislaine Roquet de son nom. Et ça, c'est intéressant comment elle s'est retrouvée sur la commission parents. Jean Lesage l'avait vu en entrevue à la télévision, à Radio-Canada, et a été interviewé par André Laurando. André Laurando, un athée, un fiefé anticlérical. Et elle parle très bien, elle venait de terminer un doctorat à l'Université catholique de Washington. Ils viennent tous des États-Unis, ces gens-là. Ils ont tous étudié aux États-Unis. C'est très important, ça. Alors, elle venait de terminer un doctorat en pédagogie. Et Jean Lesage dit « Oh, elle parle bien, ça m'apprend sur la commission. Au Québec, on ne peut pas rien faire si on n'a pas un ceinturon d'évêque et une cornette de sœur. » Jean Lesage connaissait très bien son peuple. Mais est-ce qu'il a pris le temps de se demander c'était qui cette religieuse et comment ça se fait qu'elle s'était retrouvée, comme par hasard, à l'émission de l'anticlérical André Laurando? Alors, ça avec, c'est un autre petit fait qui me laisse croire que le premier ministre a été manipulé dans toute cette affaire. La commission d'enquête était anormale sur 3 points. Le premier, c'est qu'il y avait un fonctionnaire qui était là-dedans. Or, en principe, une commission royale d'enquête, c'est pour ça que ça porte le nom de royal, c'est le gouvernement qui s'informe par-dessus la tête de la fonction publique pour avoir un autre son de cloche. Normalement, une commission d'enquête, ça ne vient pas de la fonction publique. Donc, ça, c'était la première anomalie. La deuxième, c'est que on a présenté le rapport en 3 tranches séparées au lieu de le présenter en bloc. Et la troisième anomalie, c'est que au lieu de simplement informer le gouvernement et présenter les attentes de la population, c'est finalement un programme d'action que le rapport parent proposait. C'était quoi ce programme d'action? Bien, ça correspondait aux 3 tranches de la présentation du rapport. Vous savez, les révolutionnaires sont comme ça. Quand ils veulent nous faire avaler quelque chose, ils n'y vont pas d'un seul coup. Ils tranchent le saucisson pour qu'on le digère un peu mieux. Alors, il s'agissait de créer un ministère de l'Éducation, d'abolir les collèges classiques et finalement de déconfessionnaliser les structures scolaires au Québec. Ça, c'est la 3e partie dont on n'aurait pas parlé au début. Si on avait présenté le rapport d'un bloc, probablement que la première étape n'aurait pas passé si on avait su que c'était pour conduire à la 3e étape. Il y a eu une préparation médiatique pendant la commission d'enquête et le pamphlet du frère Untel, en fait Jean-Paul Desbiens, Les insolences du frère Untel, ont fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'il disait, ce fameux frère? En fait, il disait des choses qui étaient déjà très connues au Québec. Il dénonçait la piètre qualité de la langue française, le fameux joual, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il dénonçait le manque de patriotisme des Canadiens français, notamment dans l'affichage anglais. Il disait, regardez tout l'affichage commercial partout au Québec. Il dit même dans des régions complètement françaises comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout est en anglais. C'était ça, ces 2 principales critiques, rien de très, très révolutionnaire. Et de toute façon, il y avait d'autres nationalistes qui avaient dit ça bien avant lui. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il accuse le département de l'instruction publique, dirigé par les évêques, d'être responsable de cette situation. Et il dit qu'il faut fermer le département de l'instruction publique après l'avoir décoré de la médaille de la médiocrité solennelle. Il se prononce donc en faveur de la création d'un ministère de l'Éducation. C'était la première fois au Québec qu'un homme d'Église attaquait ouvertement le système d'éducation catholique. On avait eu des anticléricaux dès le 19e siècle qui avaient fait des critiques contre notre système d'éducation, mais là, pour la première fois, les révolutionnaires se trouvent une soutane de service. En même temps, il y a des radicaux qui apparaissent. On ne sait pas trop d'où ils sortent. C'est le mouvement laïque de langue française, avec des gens comme Jacques Méquet, Jacques Godbout
et le sociologue Marcel Rioux, qui est le premier professeur d'université au Québec à avoir été officiellement athée et marxiste. Ces gens-là avaient très peu d'influence à l'époque. Lorsqu'ils ont tenu leur congrès, il y a à peu près personne qui avait une belle position qui a voulu s'associer à eux, sauf peut-être Gérard Pelletier, qui était le directeur du journal La Presse. Et il est allé là, mais sur la pointe des pieds, avec une certaine crainte. Gérard Pelletier va être par la suite ministre à Ottawa dans le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. Mais l'idée, c'était finalement d'apeurer les gens. Il faut comprendre comment fonctionne une révolution. C'est le jeu des deux mâchoires de la révolution. L'expression est de l'écrivain antimaçonnique Jean Vaquier qui explique ça. Une révolution avance toujours avec une aile radicale et une aile modérée. L'aile radicale, elle a pour but de faire peur aux conservateurs, aux gens de bien, pour que les conservateurs se rallient finalement aux révolutionnaires modérés, pour accepter, un peu à contre-cœur, un compromis qui avait de toute façon déjà été décidé d'avance par les révolutionnaires modérés. Et c'est exactement comme ça que ça va se passer au Québec. Le cardinal Léger lui-même, à un moment donné, a fait une déclaration en disant « Ah, il faut bien que l'Église cède un peu sa place à l'État dans le système d'éducation, parce que sinon, on va avoir une réaction des laïcistes radicaux. » Donc, le cardinal Léger semblait lui-même apeuré par ces gens qui, au fond, ne comptaient pour strictement rien, parce que, comme faisait remarquer le père Richard Arès, jésuite, il disait, quand vous allez aux réunions du mouvement laïque de langue française, ce que vous constatez, c'est qu'il n'y a à peu près pas un seul Québécois là-dedans. C'est tous des étrangers. Mais on voulait répandre l'idée que les Canadiens français n'avaient plus l'unanimité religieuse. C'était une fausse perception parce qu'en 1960, 61, 62, les Canadiens français étaient encore tous unanimement catholiques. On présente le rapport au premier ministre. Le rapport Parent se comprend à la lumière d'un débat qui a fait rage au Québec dans les années 1950 pour essayer d'expliquer les causes de l'infériorité économique des Canadiens français. On constatait que le Québec était moins riche, moins développé, moins industrialisé que l'Ontario. On constatait que les Canadiens français étaient en moyenne plus pauvres que les Anglais. Alors, quand vous dites que quand il y a eu le rapport de la commission Laurendeau-Dunton, on avait évalué le niveau économique de tous les groupes ethniques au Canada, et les Canadiens français arrivaient presque en dernière place. Il y avait seulement deux groupes ethniques qui étaient plus pauvres que les Canadiens français. C'était les Italiens, qui étaient en fait des immigrants très récents à ce moment-là, et deuxièmement, les Amérindiens. Alors, on ne se situait pas très haut, et on essayait de comprendre pourquoi c'était comme ça. Il y avait deux écoles qui s'affrontaient. L'école de Québec, formée par des historiens, Fernand Ouellette, Marcel Trudel, Jean Hamelin, qui, eux autres, soutenaient que c'était à cause de la supériorité de l'éthique protestante dans l'esprit du capitalisme. Ils reprenaient l'idée de Max Weber, donc finalement, si on est plus pauvre, c'est parce qu'on est catholique. Les protestants ont plus le sens pratique, ils ont plus le sens des affaires, et c'est pour ça que les Anglais réussissent mieux que nous. Solution, on va changer un peu nos mentalités. On n'adoptera pas peut-être la langue anglaise, mais on va au moins adopter une pédagogie à l'américaine. Face à eux, il y avait les nationalistes de l'École de Montréal, qui enseignaient à l'Université de Montréal, Maurice Séguin, Guy Frigault, Michel Brunet, qui disaient plutôt que la supériorité économique anglaise découlait de la conquête anglaise de 1760. Lorsqu'un groupe ethnique dans un pays a le pouvoir politique, il aura toujours, tôt ou tard, le pouvoir économique. Et donc, pour eux, la solution, c'était tout simplement de faire l'indépendance du Québec pour avoir un État national qui puisse soutenir une classe d'affaires canadienne-française. Mais le rapport Parent a définitivement s'est inspiré de l'École de Québec. L'esprit du rapport Parent, c'est le culte du progrès technique. L'éducation doit être au service de l'économie. Alors là encore, on retrouve des idées qui avaient été défendues dans l'encyclopédie au 18e siècle.
Il faut démocratiser la société et même l'Église. Nous sommes à l'époque de Vatican II. La justice sociale se fera par l'État-providence. Tous les citoyens ont droit à l'instruction. Et il faut créer un ministère d'éducation pour coordonner le vaste projet éducatif national du Québec. Finalement, l'idée, c'est de moderniser le Québec pour relever le défi de la concurrence économique. Et de quelle manière? En alignant la culture canadienne-française sur la culture anglo-américaine. Ce n'était pas la première fois qu'on proposait de créer un ministère de l'Éducation au Québec. En 1897, le gouvernement libéral de Félix-Gabriel Marchand avait déjà présenté un projet de loi. Bon, à l'époque, on parlait plutôt d'un ministère de l'Instruction publique. Ce projet avait été combattu avec succès par Monseigneur Bruchézy. Et les libéraux, même s'ils ont toujours entretenu une aile un peu anticléricale dans leur parti, ne voulaient pas toucher à ça. Jean Lesage lui-même craignait beaucoup un affrontement entre l'Église et l'État. Donc, il se rappelait cet échec de 1897. Mais finalement, il n'y en aura pas de conflit entre l'Église et l'État parce que l'Église va capituler sans même combattre. Pourquoi? À cause de l'esprit de Vatican II. Ça, c'est très important. La Révolution tranquille, c'est quoi? C'est l'application de Vatican II au Québec. La Révolution tranquille, c'est à Rome que ça se fait. L'archevêque de Québec, Monseigneur Maurice Roy, écrit une lettre au premier ministre après la présentation du projet de loi sur la création du ministère de l'Éducation et il fait déjà deux concessions importantes au gouvernement. Il admet que le gouvernement doit prendre en charge l'éducation et il dit que le rôle de l'Église dans l'éducation se limite à l'aspect pastoral. Ça, c'était contraire à l'enseignement traditionnel de l'Église. L'Église, jusqu'à Vatican II, s'était toujours opposée à l'étatisme scolaire. Et deuxièmement, l'Église avait toujours dit qu'une école catholique, c'est pas rien que l'enseignement de la religion, c'est dans toutes les matières, y compris l'enseignement des mathématiques. Mais le cardinal Paul-Émile Léger, quelques jours après, téléphone au premier ministre pour lui dire « Moi et mes collègues, nous avons quand même certaines inquiétudes par rapport au projet de loi que votre gouvernement vient de présenter. » Il ne précise pas nécessairement ses inquiétudes, mais ça a été suffisant pour que Jean Lesage retire tout de suite le projet de loi du feuilleton de l'Assemblée législative. À l'époque, dans les journaux, on disait « Le cardinal Léger est capable de faire reculer le gouvernement sur un simple coup de téléphone. » Et c'était vrai. Et ça vous montre qu'en 1963, l'Église catholique avait encore un poids politique considérable au Québec. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bien, ce qui va se passer, c'est que, bon, premièrement, Gérin Lajoie a fait une campagne. Il a fait le tour de la province de Québec pour essayer de vendre son projet, le Bill 60. Ça, c'était le numéro du projet de loi pour créer un ministère de l'Éducation. Mais même si Radio-Canada et le journal Le Devoir félicitaient le ministre pour sa tournée, en réalité, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans chacune des associations locales du Parti libéral pour recevoir des applaudissements commandés à l'avance. La vraie bataille ne se faisait pas dans l'opinion publique québécoise, mais elle se faisait dans l'épiscopat et à Rome. Parce que, à l'automne 1963, tous les évêques du Québec sont à Rome pour la deuxième session du Concile Vatican II. Les évêques du Québec ne s'intéressent probablement pas du tout à ce dont on discute à Vatican II. Ce qui les intéresse, c'est le fameux projet de loi sur le ministère de l'Éducation. Le cardinal Léger était définitivement du côté de Gérin Lajoie. Monseigneur Roy, probablement aussi, quoique de manière un peu plus modérée. Mais il y avait quand même des opposants dans l'épiscopat. On parle de Monseigneur Pelletier à Trois-Rivières, Cabana à Sherbrooke, Langlois à Valleyfield, Parent à Rimouski, à ne pas confondre avec le président de la commission d'enquête, Monseigneur Parent, c'est le même nom, mais ce n'est pas la même personne, et aussi Albertus Martin, évêque de Nicolet. Ces cinq-là étaient résolument hostiles à la création d'un ministère de l'Éducation. Pour ce qui est des 15 autres évêques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils attendaient de voir de quel côté le vent tournait, et ils attendaient surtout de voir qu'est-ce que Rome déciderait.
Parce que quand un épiscopat national est aussi divisé sur une question aussi importante, c'est certain que c'est le Saint-Siège qui va trancher. Et on peut croire que le Saint-Siège a tranché en faveur du cardinal Léger, donc en faveur de la création d'un ministère de l'Éducation. Ce point-là, il va falloir attendre l'ouverture des archives du Vatican et l'ouverture des archives de tous les diocèses au Québec pour qu'on puisse l'éclaircir, mieux connaître le débat interne à l'intérieur des évêques, mais moi je suis persuadé que Rome est intervenu du côté progressiste dans ce débat, comme chaque fois que Rome est intervenu dans nos querelles politico-religieuses au Canada, ils sont toujours intervenus pour poignarder dans le dos les évêques les plus militants, les plus catholiques. Quant aux politiciens, ils vont faire comme tous les politiciens, ils vont voler au secours de la victoire. Jean Lesage va dire, lorsqu'on lui rappelait sa fameuse promesse, tant que je serai premier ministre, il n'y aura pas de ministère de l'instruction publique, sa réponse c'était oui, mais là, il s'agit d'un ministère d'éducation, c'est pas un ministère de l'instruction publique. J'avais promis qu'il n'y aurait pas de ministère de l'instruction publique. Bon, évidemment, ça a fait rire toute la province, mais en politique, le ridicule ne tue pas. Quant au chef de l'opposition, Daniel Johnson, c'était pas tellement mieux. Lui, il prétendait qu'il ne s'était jamais opposé à la création d'un ministère de l'Éducation. Pourtant, il avait pris position contre avant. Mais voyant que les évêques étaient pour, c'est sûr que les laïcs ne pouvaient pas continuer à s'opposer à ce projet-là. Il faut comprendre que la position des évêques et le rapport parent sont tout à fait dans l'esprit des décrets du Concile Vatican II. Il n'y a pas d'opposition entre le rapport parent et Vatican II. Et quand on lit les deux documents, moi ça m'a frappé, on voit que c'est écrit à la même époque par des gens qui ont à peu près la même tournure d'esprit. C'est des démocrates chrétiens, pas des révolutionnaires radicaux, c'est des gens qui ont la foi, mais une foi altérée par le modernisme, par le libéralisme. On voit que c'est le même esprit dans Vatican II et dans le rapport parent, même au niveau du style. Alors, dans le décret sur la liberté religieuse, on disait « Il n'est pas permis au pouvoir public d'imposer aux citoyens la profession ou le rejet de quelque religion que ce soit. » Donc, il y a une logique à ça. Si l'État ne peut pas imposer une religion, les écoles publiques qui relèvent de l'État ne peuvent pas enseigner la religion. Il faut nécessairement que les écoles soient laïques. Ça, c'est... Les écoles privées peuvent rester catholiques parce que les écoles privées sont l'émanation de la famille et non pas de l'État. Mais les écoles publiques devront être laïques. Ça, c'est Vatican II qui le décrétait. Et quand les évêques ont accepté la laïcisation du système scolaire au Québec, ils étaient tout à fait en accord avec l'esprit de Vatican II. Dans le décret sur l'éducation chrétienne, on pouvait lire « C'est encore le rôle de l'État de veiller à ce que tous les citoyens puissent participer convenablement à la vie culturelle et soient préparés comme il se doit à l'exercice des devoirs et des droits du citoyen. » Donc, je vais vous traduire ça en langage plus simple, là. L'enseignement moral, c'est la responsabilité de l'État. Parce que préparer à la vie culturelle, former les citoyens à l'exercice de leurs droits, c'est ce qu'on appelait avant l'éducation morale, tout simplement. Donc, l'Église admet que la formation morale du citoyen doit relever de l'État. Finalement, on crée le ministère de l'Éducation en 1964 et Paul Gérin-Lajoie choisit, bien sûr, Arthur Tremblay comme sous-ministre de l'Éducation. Là, Jean Lesage lui a dit « Ah non, pas Tremblay, les évêques n'en voudront pas. » Gérin-Lajoie a dit « Je vais en parler aux évêques. » Finalement, Gérin-Lajoie n'a jamais parlé. Jean Lesage non plus n'a jamais parlé. Au fond, les évêques n'avaient plus un mot à dire sur la gestion de l'éducation au Québec. Dès lors qu'ils se sont écrasés sur la création du ministère de l'Éducation, ils venaient de perdre toutes les autres batailles suivantes. Ils ne protesteront pas lorsqu'il y aura l'abolition des collèges classiques.
Ils émettront même pas de protestation lorsqu'on va introduire la mixité scolaire dans les écoles à la fin des années 60. Pourtant, s'il y a une question qui touchait directement à la morale, c'était ça. Je n'ai pas trouvé une seule déclaration des évêques à ce sujet-là. La mixité scolaire a passé comme du beurre dans la poêle au Québec. Il n'y a pas eu de débat autour de ça. Le débat avait eu lieu sur la création du ministère de l'Éducation. On passe à la deuxième étape, la suppression de la pédagogie classique, la mort des humanités. Les Canadiens français, les élites canadiennes françaises étaient très fiers d'avoir été formés dans les collèges classiques. Hein. On se piquait toujours de connaître un peu de grec, un peu de latin. Quand on faisait un discours public, on mettait toujours une ou deux citations en latin. C'était peut-être les deux seules phrases qu'on avait retenues de notre collège, mais on voulait montrer par là qu'on était des gens d'élite, qui avaient reçu une formation supérieure. Jean Lesage lui-même avait étudié au Petit Séminaire de Québec et il en était très fier. D'ailleurs, lorsque Jean Lesage a compris qu'on voulait supprimer les collèges classiques, c'était au moment où on lui présentait la deuxième partie du rapport, on y avait présenté en privé avant de le rendre public, c'est évident. Quand il a compris ça, il est devenu blême, il est devenu nerveux, il cherchait ses cigarettes. Parce que Jean Lesage, quand il était nerveux, il fallait qu'il fume. Et puis là, malheureusement, il n'y avait pas de cigarette sur lui. Ça, c'est Guy Rocher qui raconte ça, la réaction du premier ministre au moment de la divulgation de la deuxième tranche du rapport Parent. Et on peut voir là que Lesage a été manipulé, mais il a manqué une belle occasion d'être un chef. Il aurait dû à ce moment-là lui dire « Quoi? Vous voulez supprimer les collèges classiques qui m'ont formé moi, puis qui ont formé l'élite canadienne-française depuis 2 siècles, bien, votre rapport, il va aller dans Figueron, et vous autres, vous êtes tous mis à la porte. » Mais non, il était nerveux, il a fini par trouver ses cigarettes, puis il a accepté la suppression des collèges classiques. Examinons un petit peu la différence entre la pédagogie classique et la pédagogie moderne. Les humanités classiques visaient essentiellement une formation spirituelle de l'élève. C'était basé sur le Ratio Studiorum, le programme d'études des Jésuites du 16e siècle. Derrière ça, on découvre la philosophie aristotélicienne, le réalisme aristotélicien. C'est le primat des lettres, on veut former l'intelligence par des études littéraires et plus particulièrement par l'étude des langues anciennes. On a un culte du passé et d'une manière générale, tout cela se rattache à un esprit catholique. Alors que la pédagogie moderne, elle, vise une formation utilitaire. Elle vient de Comenius au XVIIe siècle, donc elle n'est pas moderne du tout. En fait, si on faisait l'étude approfondie de la pédagogie moderne, on pourrait dire qu'elle remonte à l'Antiquité grecque, elle remonte à Platon. Parce que finalement, dans notre civilisation, il y a toujours 2 écoles qui s'affrontent, l'école aristotélicienne et l'école platonicienne. Quasiment tous les débats qu'on peut avoir à travers les siècles se ramènent toujours à ça. C'est l'idéalisme platonicien, le primat des sciences. Rappelez-vous la devise de Platon, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». C'est la valorisation des langues modernes, beaucoup plus utile d'apprendre l'anglais que d'apprendre le latin. Alors, on ne se pose jamais la question, en quoi le fait d'apprendre le latin, ça nous empêche d'apprendre l'anglais, là? Mais on avait le culte de l'avenir et, d'une manière générale, un esprit protestant, le pragmatisme. On parlait beaucoup du « struggle for life » et d'expressions semblables. Les États-Unis sont vraiment le modèle du rapport Parent. Il y a des éloges, entre autres, du programme spatial américain. On est dans les années 60, vous vous rappelez, Gemini, Apollo et tout ça. On a un culte des États-Unis dans ce rapport-là qui, je dirais, un peu mal vieilli aujourd'hui quand on le relit 50 ans après. On avait fait le procès des humanités depuis assez longtemps. On disait que c'était des collèges pour les riches qui formaient des élites intellectuelles, qui préparaient mal aux affaires, que la philosophie de saint Thomas, la scolastique, était dépassée, que le latin et le grec étaient moins utiles que l'anglais, que les sciences étaient mal enseignées, alors que nous avions besoin d'ingénieurs, surtout d'homo technicus. On reprochait au collège classique de ne pas faire suffisamment de place aux mathématiques, à l'esprit de géométrie et au struggle for life.
On reprochait finalement au Collège classique aussi de dénigrer plus ou moins la démocratie. La pédagogie classique a été bien défendue par bien des auteurs au fil des époques. On faisait remarquer entre autres que la plupart des étudiants dans les collèges classiques au Québec étaient des boursiers. Au Petit Séminaire de Québec, qui était pourtant un des collèges les plus huppés, il y avait 50% des élèves qui étaient boursiers, donc qui étaient éduqués gratuitement. Au Collège de l'Assomption, où j'ai été, moi, c'était 80% qui étaient boursiers. En fait, un peu comme dans le système d'éducation d'Ancien Régime, l'école au Québec était gratuite pour les pauvres et payante seulement pour les riches. Pour ce qui est de l'accusation d'élitisme, oui, on disait oui, on veut former des élites et toute société a besoin d'élites. Le sens des affaires, rien de mieux que les humanités pour préparer au monde des affaires, parce que les affaires, c'est des questions de relations humaines. Et les humanités préparent mieux que les mathématiques aux relations humaines. La scolastique n'est pas dépassée, elle ne le sera jamais, c'est une philosophie éternelle. Les langues anciennes forment l'intelligence parce que le passage d'une langue analytique comme le latin à une langue synthétique comme le français, c'est une gymnastique intellectuelle qui vous aide après à faire bien d'autres opérations intellectuelles. Les sciences étaient enseignées dans les collèges classiques, mais en fin de cursus, alors qu'on avait déjà formé l'intelligence des jeunes. Donc, dans les premières années du cours, on avait beaucoup de latin, et dans les dernières, oui, on faisait plus de mathématiques, de la chimie, de la physique. La société a besoin d'honnêtes hommes, de gens cultivés, beaucoup plus que d'homo technicus. La philosophie doit être la reine des disciplines. Il faut développer l'esprit de finesse plutôt que l'esprit de géométrie, développer le sens de la charité, et d'une manière générale, le cours classique favorise un ordre social chrétien. Cette critique des humanités remontait à il y a bien longtemps, entre autres Voltaire qui disait « En sortant du collège, je savais du latin et des sottises ». Mais la pédagogie classique avait été bien défendue au Québec par Monseigneur Bourchain dans un excellent ouvrage qui s'intitule « Nos humanités » et qui avait été publié en 1927. Quand on a supprimé le cours classique, il n'y avait pas beaucoup de défenseurs au Québec. C'est pour ça qu'on peut se demander si le cours classique n'avait pas été abandonné ou l'esprit ne s'était pas perdu avant même les années 60. Il y aurait une étude à faire de ce côté-là. Mais un des derniers défenseurs des collèges, ça a été l'helléniste Maurice Lebel, qui enseignait à l'Université Laval, un helléniste de réputation internationale. Mais ses articles ont été publiés dans des revues presque obscures, presque inconnues. Et quand on lit ça, on voit que c'est plutôt une espèce de barou d'honneur. Lui-même est convaincu que c'est une époque qui est révolue. Et finalement, on va passer du collège au cégep. Il y a un changement d'architecture qui reflète très bien le changement d'esprit. Et c'est Jean-Paul Desbiens, le frère Untel, qui va faire cette opération, puisqu'il a été engagé en 1967 comme haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation. Les cégeps vont rapidement devenir des foyers de propagande marxiste. On a remplacé saint Thomas d'Aquin par Karl Marx. Troisième partie du rapport, là c'était le gros morceau, la déconfessionnalisation scolaire. Ce que le rapport Parent proposait dans ce domaine-là, c'était assez complexe. Des structures administratives non confessionnelles, neutres, mais des écoles qui pourraient quand même être confessionnelles, sauf qu'on ferait à chaque année un recensement dans l'école et les parents seraient appelés à prendre une décision à chaque année pour savoir si l'école serait catholique, protestante ou neutre. Et ce comité de parents devait aussi définir les critères de ce qu'était une école catholique. C'était finalement l'anarchie religieuse, c'était le débat permanent. Et quelle aurait été la conséquence de ça? Les parents, au lieu de discuter de ça à chaque année, auraient fini par se rallier à la solution la plus facile, la neutralité confessionnelle. C'était finalement une stratégie pour faire accepter le projet sans l'imposer nécessairement d'en haut, en faisant croire qu'il était démocratiquement accepté par la population. Le rapport Parent avoue
ouvertement que sa conception de l'école catholique est une conception protestante. Il s'agit d'une école où l'enseignement profane est généralement distinct de l'enseignement religieux, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que l'enseignement des matières profanes contribue positivement à l'éducation religieuse des élèves. Donc on sépare l'enseignement religieux des autres matières. Les tenants de la confessionnalité stricte peuvent considérer que cette école que nous décrivons n'est pas véritablement confessionnelle. Pourtant, le Quaker Joseph Lancaster, qui a mis au point cette formule à la fin du 18e siècle, et un bon nombre de provinces canadiennes, considèrent qu'il s'agit bien là d'une école confessionnelle, puisqu'elle est essentiellement chrétienne. En fait, c'est la conception anglo-canadienne de l'école chrétienne non confessionnelle, undenominational. Et quand vous dites qu'au Manitoba, en 1890, les évêques se sont battus contre ça, maintenant, c'est ce qu'on propose d'introduire au Québec. François Béranger est le dernier à avoir mené le combat contre la réforme Parent. François Béranger est un des esprits les plus brillants qu'on a eu dans l'histoire de notre vie intellectuelle au Québec. Il était un économiste catholique, corporatiste, c'était un nationaliste dans la ligne de Lionel Groulx. Il enseignait à l'École des hautes études commerciales, il a été président de la Ligue d'action nationale, de la Société Saint-Jean-Baptiste. C'était un homme d'envergure qui avait une grande réputation. Et finalement, les évêques se battaient plus pour la confessionnalité scolaire, il était le seul. Le dernier combat a été mené par un laïc. Et j'ai eu la chance de connaître François Béranger, j'ai discuté beaucoup de cette affaire-là avec lui. Et voici ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit qu'il avait fait le tour des évêques à l'époque, un par un, et que tous les évêques qu'il avait rencontrés lui avaient dit « Bravo, M. Anger, vous avez raison, ils veulent enlever, crucifier des écoles, il faut se battre contre ça. » Ensuite, il disait « Oui, mais Monseigneur, voudriez-vous faire une déclaration avec nous? Voudriez-vous venir à une de nos réunions? » « Ah ben non, là, je ne peux pas. À cause de mes collègues dans l'épiscopat, il faut qu'on reste unis. Hein. Je ne peux pas faire prendre une position individuelle comme ça. Mais continuez votre combat. » Mais finalement, il faisait le tour de chaque évêque, puis chaque évêque était contre, mais à cause des autres, il n'osait pas le dire publiquement. Drôle de situation qui fait penser aux manipulations des sociétés de pensée. Lisez à Augustin Cochin à ce sujet-là, il y a des choses intéressantes qui pourraient nous expliquer le comportement des évêques. Mais toujours est-il que Anger va finalement mener le dernier combat. Ce qui va empêcher la déconfessionnalisation scolaire, c'est l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 qui garantissait l'existence de commissions scolaires catholiques et protestantes à Québec et à Montréal. Le gouvernement aurait pu créer des commissions scolaires neutres ailleurs dans la province, mais là, il s'est dit on n'est pas pour faire des commissions scolaires neutres en province, en région, alors qu'à Montréal puis à Québec, on va avoir des commissions scolaires catholiques et protestantes. Donc, face à cette contradiction, le gouvernement a décidé de maintenir la confessionnalité scolaire. Ça va être fait jusqu'en 1998. Lorsque l'article 93.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique va être aboli sur une entente entre le premier ministre du Canada, Jean Chrétien, et le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. Ça, c'est assez spécial. Un fédéraliste comme Jean Chrétien et un souverainiste comme Lucien Bouchard qui s'entendent au moins sur un point, un amendement à la Constitution qui vise à faire disparaître le dernier vestige de chrétienté au Québec. Ça me rappelle un passage de l'Évangile. Lors du procès de notre Seigneur Jésus-Christ, Hérode et Pilate, qui étaient auparavant ennemis, sont devenus amis. Mais de toute façon, la déchristianisation des écoles va se faire quand même de facto dans les années 1970 avec les professeurs d'enseignement religieux qui avaient tous perdu la foi, qui étaient très souvent des prêtres, des frères ou des religieuses défroquées. Ceux qui sont plus vieux
ici ont connu cette époque. Et effectivement, dès les années 70, en pratique, il n'y a plus de crucifix dans les écoles. Pourtant, encore en 1995, les sondages montraient que 80% des Québécois étaient en faveur du maintien de la confessionnalité scolaire, du maintien de l'enseignement religieux à l'école. Au niveau primaire, 80% des parents inscrivaient leurs enfants à l'enseignement religieux catholique, seulement 20% à l'enseignement religieux moral, parce qu'on avait le choix à ce moment-là. Au niveau secondaire, c'était 60% enseignement catholique, 40% enseignement moral. Mais quand on posait la question dans les sondages, voulez-vous qu'il y ait encore un enseignement religieux catholique? En 1995, 80% des Québécois répondaient oui. Il y a une contradiction. Ces gens-là ne vont pas à la messe, mais ils veulent quand même que leurs enfants entendent parler de la religion catholique. Mais ce que ça prouve surtout, c'est que la démocratie, ça pèse pas lourd. Quand des révolutionnaires ont un objectif, ils ne tiendront pas compte de l'opinion publique. En 2008, le cours d'enseignement religieux catholique, qui était plutôt un cours de droits de l'homme que d'autres choses, va être remplacé par le cours d'éthique et de culture religieuse. Encore une fois, malgré les promesses du gouvernement, quand on a aboli les commissions scolaires catholiques en 1998, le gouvernement promet qu'on ne touchera pas à l'enseignement religieux catholique, que ça va rester disponible. Bon, en 2008, on l'interdit pour les écoles publiques, on le permet encore, je ne sais pas pour combien de temps, dans les écoles privées, mais le cours d'éthique et de culture religieuse, lui, est obligatoire partout, tant dans le public que dans le privé. En 1966, les libéraux perdent l'élection. L'Union nationale de Daniel Johnson remporte la victoire et à cette époque-là, on pensait qu'on s'enlignait vers une contre-révolution tranquille. Pendant la campagne électorale, Johnson avait dit « La première chose que je fais quand je suis élu, je mets Arthur Tremblay à la porte. » Et le soir même de l'élection, Arthur Tremblay avait commencé à plier ses bagages dans son bureau. Lui et tous les autres hauts fonctionnaires, tous les autres technocrates qui avaient fait la révolution tranquille. Ils reçoivent un coup de téléphone de Daniel Johnson, restez en place et continuez votre travail. On a manqué là une occasion historique d'arrêter ou du moins de ralentir sérieusement le processus. Daniel Johnson ne semble pas avoir compris l'enjeu de la bataille. Je ne lui reproche pas. Je pense que Daniel Johnson a été un de nos grands hommes politiques et c'est dommage pour le Québec qu'il soit mort si tôt. C'est pas de sa faute, c'est la faute des évêques. Là, les hommes d'État avaient besoin des lumières de l'Église et ils ne les avaient plus. Jean Lesage lui-même avait compris que c'était la réforme scolaire qui lui avait fait perdre l'élection. Il l'a dit d'une manière assez imagée. C'est les autobus jaunes qui m'ont fait perdre l'élection. Parce que dans les régions rurales, qui avaient surtout voté pour l'Union nationale, bien effectivement, on associait la réforme parent à ça, ces autobus jaunes qui amenaient les élèves, souvent après une heure et demie de transport, à des grandes polyvalentes qu'on appelait à l'époque les écoles régionales, ces espèces de blocs de béton, vous aviez 1000, 2000 élèves. C'était très mal reçu par la population. Angers me l'avait dit, il disait à l'époque, tout le monde était contre la réforme scolaire, pour toutes sortes de raisons. Les directeurs d'école étaient contre, les syndicats de professeurs étaient contre, les commissions scolaires étaient contre. Pourquoi ça passait? Parce qu'il n'y avait pas de leadership pour canaliser l'opposition. Ce leadership aurait dû venir des évêques et plus particulièrement du cardinal Léger, mais eux autres avaient déjà passé dans le camp ennemi avec armes et bagages. Johnson nomme comme ministre de l'Éducation Jean-Jacques Bertrand. Jean-Jacques Bertrand, c'est un homme de droite complexé. Dans le fond, c'est un conservateur. Mais il n'y a rien qui aimait mieux que d'avoir les louanges des médias. Et les gauchistes de Radio-Canada et du journal Le Devoir vont s'amuser à le louanger en disant que oh, lui, c'était un ministre éclairé dans ce gouvernement rétrograde de l'Union nationale. Il aimait les flatteries, sans se demander pourquoi on le flattait. Ben, on le flattait parce que finalement, il continuait à faire la réforme de l'éducation avec Arthur Tremblay. Mais en 1968, Daniel Johnson semble se réveiller. Il remplace Jean-Jacques Bertrand par Jean-Guy Cardinal. À l'époque, ça a été perçu comme une volonté du gouvernement d'arrêter la réforme de l'éducation.
M. Anger m'a dit que c'était bel et bien le cas. Daniel Johnson l'a commencé à comprendre et Jean-Guy Cardinal avait un mandat, c'était d'arrêter ce processus. Malheureusement, Daniel Johnson va mourir pas longtemps après. Il va y avoir une course à la direction de l'Union nationale et Jean-Jacques Bertrand va l'emporter sur Jean-Guy Cardinal. Faisons maintenant un bilan de cette réforme Parent. Voyons ce que notre historien national Lionel Groulx en disait en 1966. Il disait, au surplus, tant des nouveaux docteurs de la nouvelle et vague philosophie scolaire avouaient leur dessein de faire du jeune Canadien français un Nord-Américain. D'un mot, à mesure que le gouvernement du Québec se nationalise, il a trop paru que son système d'enseignement se dénationalise. Jusqu'ici, les vieilles civilisations méditerranéennes étaient restées l'axe vivant de la culture et de l'esprit canadien-français. Soudain, l'on invitait les Québécois à changer l'axe de leur culture natale pour l'aligner en somme sur la civilisation anglo-américaine. En d'autres termes, on proposait à un peuple un geste exceptionnel en histoire, un retournement d'âme et la plus grave et la plus profonde des révolutions, celle de l'esprit. C'est pour ça que je dis que la Révolution tranquille, ça a été dans notre histoire une seconde conquête. Et une conquête peut-être pire que la première, parce que c'était une conquête intérieure, c'était un changement d'âme de la culture canadienne-française. Mais allons voir maintenant de l'autre côté, qu'est-ce que Jean-Paul Desbiens en pensait, lui, 20 ans après, dans une entrevue qu'il a faite à Radio-Canada en 1983. Regardez bien ceci. Il parle de la génération des jeunes de son temps, donc de ceux qui ont été formés dans le nouveau système scolaire. Il dit que c'est une génération où l'écrit a perdu de son importance à tort et où la capacité de conceptualisation et d'abstraction a encore diminué par rapport à ce que l'on pouvait connaître il y a 20 ans. J'ai connu des jeunes qui étaient à l'université et qui pleuraient de leur infirmité sur le plan de l'écriture et sur le plan de la lecture. Et ils développent une sorte de colère contre le système scolaire duquel ils viennent de sortir au niveau élémentaire et au niveau secondaire. Donc le système scolaire que le frère Untel avait lui-même construit. Ceux qui n'ont pas eu de maître sont les orphelins de la culture. Et je pense que nous sommes en face d'une génération d'orphelins de la culture. Les jeunes ont faim, et ils sont fins, mais on ne leur donne rien. On fait de la politique. On ne fait plus d'école, on fait de la politique. Pardonnez-leur, ils ne savent que ce qu'ils font. Jean-Paul Desbiens est malheureusement décédé aujourd'hui, mais j'aurais aimé lui poser une question un peu insolente. Le Québec n'avait-il pas tout cela avant la réforme Parent? Je vous remercie. Ah, est-ce que je peux dire un dernier petit mot? Bien sûr, allez-y. Alors, pour ceux que ça intéresserait, la conférence que je vous ai faite se trouve, c'est un des chapitres de mon livre, Le siècle de Monseigneur Bourget, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. C'est à la maison d'édition numérique qui s'appelle la Fondation littéraire Fleur de Lys. Bon, alors maintenant, une brève période de questions. S'il y a des gens...